Bienvenue à tous dans cet épisode de Sociorama, l'action sociale, les origines. Aujourd'hui, on plonge dans l'histoire de l'action sociale en France. Un peu comme si on découvrait les origines secrètes des X-Men, sauf qu'ici, pas de griffes en adamantium ni de super pouvoirs. Quoique. Avant de commencer, un petit disclaimer. Lors du montage, je me suis dit qu'on avait tellement d'échanges intéressants qu'il valait mieux couper cet épisode en 2 parties. Donc, dans cette première partie, vous allez entendre le Micro Society de Céline, ainsi qu'un retour sur les débuts du social en France par Teddy. Pour la suite, vous retrouverez Léa et moi dans la deuxième partie, à venir très prochainement. Ah, et petite précision technique, on a eu un souci de micro à un moment donné et on s'en est aperçu seulement en post-prod. Certaines voix, notamment celles de Teddy, ne sont pas très claires. Donc je vais intervenir à quelques instants pour clarifier ses propos. Alors installez-vous et c'est parti pour cette première partie de Sociorama, l'action sociale, les origines. Bonne écoute! Bonsoir madame, bonsoir mademoiselle, bonsoir monsieur. Connerie de gauche et droite, ça veut rien dire ces machins. Selon comment on est tourné, ça change tout. C'est de la poudre de perlimpin. Personne n'a craqué. Jusqu'ici, tout va bien. Comment ça se fait que ça se passe comme ça dans le monde social et pas autrement? Et puis Thérèse, elle est drôlement intelligente, elle appelle l'école d'assistante sociale. On est ras le cul du social. C'est toi le cas complexe, hein. Il voit bien que l'ascenseur social, il est bloqué au sous-sol et qu'il pue la pisse. Si vous ajoutez à cela le bruit et l'odeur... Il n'y a jamais eu autant de Français à la banque alimentaire. Mais tout va bien en France. Et nous, on est là pour ça. Pour toi. Salut à tous et bienvenue dans cet épisode de Sociorama, l'action sociale, les origines. Aujourd'hui pour en parler, Teddy, ouais, Mélanie, coucou, Léa malheureusement en distanciel et moi-même. Pour comprendre où on va, il faut parfois regarder dans le rétroviseur. Et c'est ce que nous vous proposons aujourd'hui. Revenir aux bases pour mieux anticiper le futur. L'action sociale, qu'est-ce que c'est vraiment ? D'où ça vient ? Comment s'est-elle organisée au fil du temps ? Et surtout, quelles perspectives pour demain ? Explorer tout ça ensemble, un voyage historique, législatif et visionnaire. Avant de plonger dans le sujet, j'ai pris le micro pour interroger les passants. Il y aura des personnes étrangères au monde de l'action sociale, mais également des travailleurs sociaux qui nous donneront leur point de vue sur le sujet. On a été demandé, pour vous, c'est quoi le travail social ? Bienvenue dans Micro Society. C'est des métiers où on aide les personnes qui sont en difficulté pour différentes choses. Et du coup, c'est tout un accompagnement de ces personnes-là. C'est des gens qui s'occupent d'adultes et d'enfants qui ont des problèmes pour pouvoir les aider. C'est s'occuper des gens qui sont en difficulté, qui n'ont pas forcément les moyens d'agir par eux-mêmes et les facilités d'entreprendre des démarches. C'est s'occuper des personnes en situation de malaise, s'occuper des enfants. S'occuper des personnes en difficulté, leur apporter du soutien. C'est un groupe qui vous aide quand vous avez des difficultés. Par exemple, moi, j'étais suivie par le CERAD pendant 2 ans. Et franchement, ils m'ont aidé et m'accompagné quand j'étais au plus bas, avec mes enfants, les difficultés que j'ai avec mes enfants. C'est aider les gens qui n'ont pas eu la chance d'avoir une enfance tranquille. Le travail social, c'est aider les gens dans le besoin, les parents qui n'arrivent pas à assumer leur rôle de parents. Aider les gens qui sont tombés dans la drogue. Pas forcément que l'enfant, je pense. Toute personne peut avoir besoin d'une aide sociale, bien que il y en a, voilà. Et ils abusent un petit peu de l'aide sociale. Pour moi, c'est déjà donc travailler en équipe, la cohésion, c'est très important. Et puis venir en aide aux autres. Voilà, ça c'est vraiment un devoir qui me tient à cœur. Plusieurs types de professions qui accompagnent ou qui viennent en aide à des publics qui sont désocialisés ou en difficulté. Alors ça, c'est de manière très large de parler du travail social. Et plus profondément, précisément. Alors on a combien d'heures devant nous? Parce qu'on peut pas résumer. Je veux dire, c'est pas possible. Je pourrais pas résumer. Un engagement. Je peux dire que c'est un métier dans lequel on peut s'épanouir. On peut apprendre beaucoup de choses. Un métier avec plein de valeurs humaines, dans lequel on peut accompagner, en tout cas me concernant, des enfants. Dans le champ de la protection de l'enfance, des gamins qui ont besoin d'être aidés, des fois protégés,
des fois sauver de situations de vie extrêmement difficiles. Donc c'est vraiment un métier dans lequel on peut trouver que de l'engagement, des valeurs humaines extrêmement fortes et que je recommande à tout le monde. Qu'est-ce que vous faites dans la vie quand même? Parce que, quand même Je suis directeur de plusieurs établissements médico-sociaux, dont des maisons d'enfants et des services de placement à domicile. Donc, on remerciera bien évidemment tous ceux qui ont participé à ce premier micro-trottoir. Pour revenir sur la définition finalement du travail social, on va passer un petit peu sur quelque chose de législatif, même si c'est pas toujours notre champ principal. Voilà. C'est pas ce qu'on préfère faire, même en si, tout cas. voilà, c'est clairement pas ce qui est préféré dans nos quotidiens. Donc, je vous rappelle le décret numéro 2017-877 du 6 mai 2017 relatif à la définition du travail social. Il est inséré un article ainsi rédigé. Le travail social vise à permettre l'accès des personnes à l'ensemble des droits fondamentaux, à faciliter leur inclusion sociale et à exercer une pleine citoyenneté. Dans un but d'émancipation, d'accès à l'autonomie, de protection et de participation à des personnes, le travail social contribue à promouvoir, par des approches individuelles et collectives, le changement social, le développement social et la cohésion de la société. Il participe au développement des capacités des personnes à agir pour elles-mêmes et dans leur environnement. Et bien évidemment, tout cela a une histoire. Et aujourd'hui, on vous en conte les origines. Partie 1. Des bonnes œuvres à la révolution sociale. Alors moi, aujourd'hui, je pense que pour cette première partie, en tout cas, c'est ce que j'ai voulu faire. C'est plutôt un petit quiz. En tout cas, essayer de j'adore. Parce que c'est une période qui est super large. Et en fait, je me suis rendu compte que si je commençais de l'Antiquité jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale ou le début de la Seconde Guerre mondiale, en fait, le podcast, il fait 8 saisons. 3 heures, quoi. Ouais, 8 saisons. Donc c'est, Et puis encore, on pourrait détailler tout, quoi. Donc j'ai commencé à peu près à 1500, 1600 dans ces eaux-là. Ok. Je me suis surtout concentré sur la question du social, en tout cas de la prise en charge des pauvres en France. Pour ça, je me suis quand même plutôt pas mal appuyé sur le travail d'un historien, un mec de conférence qui s'appelle Pierre Verschuren, qui s'appelle La pauvreté et sa prise en charge en France. C'est un d'histoire et géographie du monde contemporain qu'il a utilisé pour la préparation à l'école normale supérieure. Voilà, donc je vous invite à aller le chercher si vous voulez voir la source principale de tout ce que je vais raconter. Alors au départ, d'après vous, le travail social, ça vient d'où? En tout cas, qui c'est qui exhorte à prendre soin des pauvres? En tant qu'institution ou en tant que personne? En tant que, ça dépend de comment tu vois la chose en question, mais il y en a d'autres qui vont dire que c'est une institution, d'autres qui vont te dire que c'est effectivement un vrai monsieur qui habite dans le ciel. Ça dépend de son point. Donc ouais, effectivement, c'est plutôt la religion. C'est le christianisme. Je vais pas forcément revenir énormément dessus, mais il y a quelque chose de sacrificiel un peu chez le pauvre dans le christianisme où on n'imagine pas qu'il y a une fonction sociale derrière ça. C'est-à-dire qu'il y a des riches, il y a des pauvres. Les pauvres, ils le sont parce que Dieu l'a voulu comme ça. Ils rentreront au paradis parce qu'aujourd'hui ils ont cette vie-là sur terre et on se pose pas plus de questions que ça. C'est réellement comme ça. Et là, t'es à peu près en quelle année du coup? Là, t'es tout ce qui se fait un peu avant 1500. D'accord. Tu vois, donc je pense qu'il y a d'autres choses qui se sont faites entre l'Antiquité et 1500, et effectivement, d'autres points de vue. En tout cas, en France, avant 1500, c'est un peu comme ça que ça se passe. Il y a les pauvres, ils iront au paradis, et puis c'est tout, ils sont pauvres. Il faut bien être dans la vie. On en revient un peu au premier épisode où je disais que j'étais mal née. Ouais, c'est ça. En tout cas, il y a les bien nés, les mal nés, c'est comme ça. À votre avis, est-ce que le roi, il s'inquiète de ces sujets, les plus pauvres? Est-ce qu'à un moment donné dans l'histoire de France, et là notamment autour de 1500, 1600, le roi s'inquiète un peu de ces pauvres? Alors moi, sans faire de recherche sur cette époque-là, moi je dirais que non. Que le roi s'en fout? Ouais, moi j'aurais dit oui quand même. Mais il s'en fout pas parce que il a de l'empathie pour ces gens-là. Je pense qu'il s'en fout pas parce que sans eux, il conserve pas son statut.
Alors, il y a peut-être un peu de ça, mais moi, la première trace que je trouve d'une loi ou d'un décret qui va dans ce sens-là, c'est un décret royal qui est signé par Charles IX. Donc, chaque ville doit nourrir ses pauvres parce qu'elle les connaît. Donc, déceler les simulateurs, les pauvres forêts, doivent être exclus de l'assistance. Waouh! Ah oui, d'accord. Ok. Voilà. Mais, on voit déjà que on dépasse un peu l'idée de simplement prendre les pauvres pour ce qu'ils sont et qu'on décide de leur apporter une aide. Et en plus, au-delà de ça, je trouve que l'idée est plutôt intelligente parce qu'on explique quand même que c'est chaque endroit qui doit aider ses pauvres. Ouais. On en vient à une question de territoire, finalement. C'est ce que j'allais dire, c'est la territo, ça. Ici, la petite voix du futur. Nous n'avons pas réussi à capter celle de Teddy qui demandait quelle solution a été proposée pour les pauvres et les mal-nés. Oh, on les a mis à part. Ouais, il y a presque de ça. On les a mis ensemble, non? T'avais pas dit que tu faisais un quiz avec C'est un quiz. avec une réponse à choix multiple? Est-ce qu'il y a un truc à gagner? Parce qu'on n'a pas parlé de ça. Il y a rien à gagner. Il n'y a rien à gagner, en plus. Alors, On les rassembler. on les rassemble, les mettre dans, faire des villas. Ah, c'est par rapport. Ah, attends, j'ai une illumination. Les mettre à l'extérieur de la roi, enfin du territoire. peuple. Ah ouais. Il y a un peu de ça. En fait, c'est une D'accord. volonté d'enfermement. Dès 1600, on crée, en tout cas Louis XIII, on pense l'enfermement des pauvres. Ah ouais, d'accord, ok. Donc il y a les hôpitaux, qui sont une des solutions, mais il y a aussi la police des pauvres. Ah. Et ça date de 1622. Le roi prescrit l'enfermement des pauvres, d'accord, en cas des mal-nés, des vagabonds à Paris par exemple, mais on se rendra compte que ça a peu d'effet réel et que ça n'a pas d'effet. À votre avis, face au manque d'effet de cette idée lumineuse qui est d'enfermer tous les pauvres qui existent, est-ce que des gens y ont fait quelque chose? Est-ce qu'on a imaginé une autre solution? Dire que pendant ce temps-là, en Angleterre, en 1601, on instaure la loi des pauvres, quoi. Ouais. Ça ils s'appelle étaient synchro. Ouais. Ils instaurent pour la première fois cette loi en établissant un système national pour soutenir les indigents par des taxes locales. Voilà. Les pauvres, par contre, il y a toujours un revers à chaque médaille, ils devaient porter un badge de pauvreté en public. Je me rappelle Ah pas. ouais, on a une petite piqûre de rappel. En public, c'est une pratique qui, si elle était réintroduite aujourd'hui, ferait quand même l'objet d'innombrables mèmes sur les réseaux sociaux. En 1601. Donc finalement, eux, ils les mettent à vue, en fait, quoi. et quand nous, on les pack. Ah ouais, 1622, moi, j'ai comme date, donc il y a l'arrivée des Lumières. Ah ouais. D'accord. Je l'avais oublié. Waouh, on les a tous oubliés. Notamment Rousseau. Mhm. Et donc, en tout cas pour les Lumières, la pauvreté, elle est censée. J'ai plaigné Rousseau. Pour Rousseau, l'idée c'est que la pauvreté, elle est censée disparaître d'elle-même en fait, par l'éducation. Ah oui, bah bien sûr, oui. L'idée c'est de se dire à partir du moment où les esprits vont être éclairés et où ces esprits accepteront de travailler en bonne intelligence, forcément que le problème va se régler de lui-même. C'est un peu ce qu'on continue aujourd'hui, alors dans une moindre mesure, mais de mettre en place, c'est-à-dire que en les amenant vers l'extérieur, en créant des projets, en ouvrant justement à l'inverse de parquet, c'est d'ouvrir. C'est ça. Donc on est encore dans cette logique-là, on est quand même plus près du Rousseau que de Charles IX, quoi. Ouais, alors d'Édouard IX, ou je sais plus comment il s'appelle. C'est un peu Charles IX, mais c'est un peu la première fois que l'État prend la responsabilité de ses pauvres et comprend que la pauvreté et en tout cas l'indigence n'est qu'une la résultante d'une société qui marche comme elle marche. Ok. Voilà, et donc à partir de là, voilà, exactement. Le roi parle de charité, d'accord. Et donc, en plus que cette charité soit dictée par l'obéissance à un précepte divin, lui il parle de bienfaisance. Ça, c'est inspiré par l'amour des hommes.
D'accord, c'est parce qu'on aime son prochain, c'est parce qu'on pense qu'on aider, qu'on l'aide, qu'on l'accompagne. Mais ça, c'est des idées des Lumières. Je suis pas sûr que le roi il pensait comme ça, tu vois. Il avait pas la lumière toujours, à part le roi Soleil, hein. Mais est-ce que c'était pas aussi des fois, tu vois, une manière de se racheter c'est-à-dire, dans le christianisme, hein, quand on fait des bonnes actions, on peut aller au paradis. Enfin, tu vois, on y gagne quelque chose derrière. Donc, par obéissance à Dieu. C'est ça l'idée de la charité, en fait. C'est que tu aides ton prochain pour une question d'obéissance à Dieu. Et les Lumières, ce qui rajoute à ça, c'est que il faut aussi le faire comme étant simplement un acte d'amour de son prochain, mais toujours allié à cette question de l'éducation et du travail. C'est-à-dire que c'est bien beau de faire la charité, mais si derrière on rend pas les gens plus intelligents et qu'on les illumine pas et que on les rend pas travailleurs et qu'on les insère pas dans la société, ça sert à rien. Et si on leur donne pas les outils de s'en sortir. On dépasse un peu ce truc-là. Je te dépasse pas partout, hein. Non, voilà, c'est encore des choses qu'on peut entendre, notamment sur les trottoirs, pour en revenir au micro de papa. C'est un peu l'idée encore aujourd'hui de l'Afrique, etc., où on leur dit plutôt que leur donner, il faut leur apprendre à faire leur propre puits. C'est Amnesty International qui est beaucoup là-dessus dans l'éducation, plutôt que de donner de l'argent bêtement et de construire des écoles, leur donner les moyens de réfléchir à comment eux-mêmes peuvent se sortir, trouver leur propre solution. Ouais. Et c'est tout l'enjeu du travail social finalement. Ok. Et ensuite, la date que j'ai retenue ensuite, c'est 1815. Est-ce que vous pensez qu'il se passe en 1815? Il doit y avoir une petite loi qui est sortie, non? 1815, ça paraît loin, mais en fait, c'est quand même pas si loin de nous. C'est une loi, la veuve, l'orphelin et le pauvre, un truc comme ça. Le vieux, la vieille et... Ouais. Alors j'ai pas trouvé de traces d'une loi, mais la date, elle est importante parce qu'entre 1815 et 1820, c'est le moment où à Paris, on compte entre 4 ou 5 œuvres privées d'esprit philanthropique. Ok. L'idée, donc, c'est qu'il y a un grand axe qui est développé par la société. L'idée d'une sorte de police des familles. On n'est pas encore sur, tu vois, l'ASE, on n'est pas encore sur des idées comme celle du CCAS ou ce genre de choses, mais on est déjà sur une police ça reste étatique. Enfin, les sociétés philanthropiques, c'était les bourgeois qui, à un moment donné, mettaient en place des sociétés d'aide aux plus pauvres, voilà, les bonnes œuvres. Ok. Mais bon, on retient quand même que les idées principales, c'est celle de l'école, toujours de l'enseignement mutuel et des salles d'asile pour les jeunes enfants, le patronage, d'accord, le patronage des prisonniers, des malades, des enfants trouvés, et puis l'idée de prévoyance. Donc là, on va commencer à penser à des idées comme peut-être pas tout de suite la retraite, mais en tout cas mutualiser les risques d'épargne, faire en sorte qu'il y ait des assurances. Enfin, on essaye d'imaginer comment organiser la vie des plus pauvres et de les protéger. Au-delà de simplement leur donner une éducation. On avance d'un grand pas déjà. On avance d'un grand pas. Ensuite vient notre ami Napoléon. Mais pas Napoléon, plutôt son neveu, le deuxième. Louis Napoléon. Louis Napoléon. Ouais, c'est bien ça. Je suis bonne en des. Moi, je vous ai toujours dit, je déteste l'histoire. Hein. On est dedans. Non, mais il publie quelque chose. Il publie en 1844 une synthèse. D'accord. Il va parler de la prise en charge des plus pauvres. Est-ce que vous avez des idées de ce qu'il a pu mettre en place ou essayer de mettre en place? Je sais pas, est-ce qu'il n'aurait pas un peu copié sur l'Angleterre avec leur nouvelle loi des pauvres, là, qui est sortie, du coup, là-bas en 1834, et c'est introduire les workhouse, où les pauvres, en fait, doivent travailler dans des conditions souvent déplorables pour gagner leurs allocations au chômage moderne. Voilà, est-ce qu'il y a une contrepartie qui vient être mise en... Il y a un peu quelque chose sur les Anglais, quand même. Dans ce sens-là, alors effectivement, donc de la loi du 10 janvier 1849 qui organise l'assistance publique à Paris notamment, avec un directeur qui est nommé un ministre, qui crée pour la France un conseil de l'assistance publique et des comités cantonaux chargés de la surveillance du travail et des institutions de charité. Donc ça va dans ce sens-là. Puis la surveillance du travail, c'est le fondement au même moment d'ailleurs. Donc j'ai fait un peu de listing, mais des crèches publiques. Ok.
D'accord. En 1850, Caisse nationale des retraites. Et ça devient des établissements d'utilité publique. Voilà. Et puis ensuite, on peut noter que les médecins des ateliers nationaux tentent de mettre en place une médecine gratuite, mais ils échouent. D'accord. Mais alors gratuite, c'est-à-dire est-ce que tu sais si c'était gratuit pour tous ou c'était gratuit pour les pauvres uniquement? Je pense que l'idée générale derrière ça, c'est celle-ci. Je pense qu'en 1850, s'il y avait eu une médecine gratuite, les bourgeois, de toute façon, n'y auraient pas été. Ils auraient préféré faire appel à leur médecin de famille. Oui, tout à fait. Là où, effectivement, en Russie, Catherine la Grande, elle ordonne la création d'hôpitaux gratuits pour les indigents à travers la Russie. On est en 1774. Ouais, donc, tu vois, on est en retard. C'est ça, les médecins russes, ils devaient s'adapter à la population locale, apprendre des langues étrangères régionales. Voilà, on voit qu'il y avait une autre prise en compte, une autre approche, et peut-être aussi, l'histoire fait aussi l'histoire de chaque différence. pays. La Troisième République arrive. Donc là, on avance un petit peu. Ok. Donc la Troisième République arrive. Et donc, à votre avis, quelle question je pourrais vous poser? À votre avis, qui était le premier président? Ah merde. Qu'est-ce qui change au niveau de l'activisme vis-à-vis des pauvres, et en tout cas de l'accompagnement qu'on leur donne? Un mot qu'on utilise encore beaucoup aujourd'hui, qui est au centre des débats souvent. Qu'est-ce qui change au niveau de la société? Qu'elle devient comment, la société? Non, alors attends. De plus en plus quoi? Individualiste. Non, Troisième République. C'est pour ça, aujourd'hui, tu me dis, aujourd'hui, elle est individualiste. Alors, aujourd'hui, c'est même une notion qu'on débat, qui n'a pas été débattue pendant très longtemps, et aujourd'hui, on la débat. La société, elle devient de plus en plus laïque. Oui, putain. Il y a un fort mouvement laïque. On est con. Nous, on est voilà. Mais je ne questionne même plus. Ok, la laïcité. La laïcité. Oui, c'est vrai. Et donc, il y a un exemple fort de ça. C'est que... En fait, je pense que c'est tellement évident pour nous que du coup, ça nous paraît tellement évident que la société, que le pays est laïque. C'était pas le cas. C'était pas le cas. En tout cas, c'était moins le cas. Du coup, l'exemple fort de ça, c'est que lorsque la municipalité républicaine à Lyon, elle reprend en main les bureaux de bienfaisance, elle se sépare des sœurs, d'accord, dès 1880, donc il n'y a plus de sœurs qui participent, et elle supprime le bureau des cultes, ce qui fait que les juifs et les protestants, ils sont inscrits comme tous les autres citoyens dans leur bureau d'arrondissement, et donc ils ont accès aux mêmes aides. L'idée, c'est un peu c'était les bureaux d'arrondissement. L'idée globale, c'était un peu le CCAS de l'époque, tu vois. Étant donné que c'était tenu par les sœurs, fallait être plus ou moins chrétien pour y avoir. De plus en plus, il y a un mouvement populaire, ouvrier, d'accord, qui va essayer de se prendre en charge lui-même. Qui s'entraider, là, il y a une notion d'entraide. On n'attend plus des bourgeois que ça soit les seuls. C'est un peu ce qu'on retrouve en Angleterre aussi. Oui. Et puis, il y a la loi de 1905, qui ne nie pas l'assistance à une cotisation des salariés, mais une assistance gratuite aux vieillards de plus de 70 ans, aux infirmes et aux incurables. J'ai l'impression, peut-être que je me trompe encore une fois, mais j'ai l'impression que c'était la première fois qu'on imaginait une rente pour les retraités, les personnes qui étaient en incapacité de travailler, ou les personnes qui étaient en situation de handicap. Bien sûr, et là, on se rend compte qu'en 1901, en Australie, ils introduisent l'une des premières pensions de vieillesse. Voilà. Donc, on commence à effectivement s'intéresser au niveau du monde entier à qu'est-ce qu'on fait de nos anciens, de ceux qui ont bossé toute une vie, et comment on prend soin d'eux. Même si finalement tu as été travailleur et pas forcément en difficulté, quand arrive la vieillesse, tu deviens un indigent finalement de fait, parce que tu n'apportes plus rien. Comme valeur ajoutée. Tu vois, il y a une loi, par exemple, je ne sais pas si la France est en avance pour ça ou pas, tu me diras, mais la loi du 27 juin 1904, qui dispose que les enfants trouvés abandonnés, orphelins, moralement abandonnés, sont placés sous la tutelle de l'autorité publique, devenant des pupilles de l'assistance publique, des pupilles de l'État. On s'intéresse beaucoup plus finalement à l'adulte, à la personne âgée. L'enfant n'est encore qu'une résultante, on va dire, de
du climat dans lequel il va naître. Bah, en fait, quand je faisais des recherches, alors moi j'arrive un peu plus tard, mais en tout cas quand je faisais des recherches, je voyais que c'était toujours les personnes âgées en effet. Après, il y a eu les malades et les travailleurs, en fait, les accidents Et en maladies. dernier seulement les enfants. Et en dernier, les enfants. Ils arrivent après, tu vois. Il faut faire attention. Alors, en 1904, les enfants, ils sont placés dans ce qu'on appelle l'assistance publique. Ouais. On va, à un moment donné, être amené à appeler l'assistance publique. Par contre, c'est des valeurs très travail, famille, patrie. Oui, tout à Ils sont fait. placés à la campagne et on essaye d'en faire des travailleurs qui vont être susceptibles, tu vois, de... Non, on les laissait pas grandir. Voilà, on La n'est pierre pas à là pour l'édifice de la exactement, société. on n'est pas là pour les éduquer Ou les protéger, tu vois, on est là l'idée pour en qu'ils faire des adultes qui seront exactement, rentables. Exactement. Donc bon, c'est quand même on est loin de l'idée de ce qui se fera après, je pense après post-seconde guerre Oui, tout mondiale, à fait. on va On prendre va en compte vraiment l'éducation aider, des enfants, voilà. Après, si c'est une question qui vous intéresse, il y a un auteur qui s'appelle Ivan Jablonka qui a écrit des livres sur la question, et notamment, donc j'en ai lu, je l'avais vu cité dans le travail sur lequel je m'appuie là, mais du coup, ça s'appelle Ni père ni mère, Histoire des enfants de l'assistance publique, 1874-1939. Bon, ensuite, la Première Guerre mondiale, qui est pas ça, la Première Guerre mondiale. Bah, et ben, on s'entretue. Elle est trop histoire, là. Ils ont tiré sur le bonhomme, je crois. La meuf trop impliquée. Et puis après, l'effet domino, tout ça, ils sont... Non, c'était pas ça la question, pardon. Là, il y a beaucoup d'hommes qui meurent. Hein. Et oui, donc les femmes vont travailler. Les femmes seules, exactement. En termes de nouveautés, on fait pas grand-chose de nouveau parce qu'en fait, à ce moment-là, on essaye de s'occuper de l'urgence nationale. On s'est rendu compte que maintenant qu'on avait plein d'invalides, plein de vieux et plein d'enfants orphelins, il fallait essayer de les aider au mieux. Mais on voit bien que durant cette période un peu qui s'étale de 1900 à 1939-45, l'évolution de la prise en charge sociale en France n'a pas bougé. Après, ils avaient d'autres urgences, les mecs. Hein. Et d'autres chats fouettés, comme leur pays. Il y avait les Allemands à la frontière. Bon, c'était... Au Royaume-Uni, aux États-Unis, effectivement, tout ce qui est loi de sécurité sociale, d'assurance nationale, maladie et chômage, on est sur un étalage entre 1910 et 1935. Donc, on est dans tout le monde commence à s'intéresser à tout ça à peu près simultanément. Parce qu'on rencontre aussi une crise mondiale. Et de fait, là, on se dit qu'on a les mêmes priorités, problèmes. Tous, voilà. Et donc là, ils forment les bureaux de bienfaisance et d'aide sociale. Alors, moi, en tout cas, dans les recherches que j'ai faites, c'est la première fois que j'ai vu d'aide sociale vraiment... Oui. Comme je vous disais, on peut comparer ça un peu au CCAS de l'époque. Hein. Depuis, ils appelaient ça des basses. C'est le début des sigles, du coup. C'est là que tout a commencé. Ouais. Basse, bas, Ouais, allez, hop. voilà, après, on est exactement. parti sur CCAS, MDPH. Tu veux quoi, toi? Pour terminer, 4 lettres. C'est ça. Pour terminer, j'ai aussi envie de vous parler un peu d'une figure de l'époque. Alors, au début, je voulais vous parler d'Édouard Seguin. Mais je vous invite à aller vous renseigner. Alors, c'est pas le mec à la chèvre, Édouard Seguin. Non, tu te trompes, c'est pas lui, c'est l'autre. C'est pas le mec à la chèvre, mais je vous en dis pas plus, je vous invite à aller voir. Mais je vais vous parler plutôt à la place d'une dame qui s'appelle Marie Richemont, qui est une américaine. Mais cool, je l'aime bien, elle. Ah, tu la connais? Je les connais pas personnellement, enfin, c'est-à-dire que je l'ai jamais rencontrée parce qu'elle est sûrement décédée avant que je naisse, mais mais effectivement, qui est un peu ce qu'on pourrait appeler la première assistante sociale, la première assistante du service social, en tout cas la première qui a eu l'idée d'organiser le travail. Alors, pour la faire courte, en gros, d'organiser l'aide sociale en fait, parce que c'était même pas un travail en fait. Exactement, d'en faire un boulot. Pour la faire courte, donc elle naît déjà dans une famille où l'idée de charité, comme on en parlait tout à l'heure, existe. On sait ce qu'est un pauvre, elle en a côtoyé. C'est pas un monde étranger pour elle. En 89, elle répond à une annonce de la COS, donc, qui est la Société d'organisation de la charité, encore à Baltimore, qui cherche simplement une trésorerie. Pas besoin de quelqu'un pour les aider à organiser la charité, mais ils ont besoin d'une trésorerie. Elle remarque que dans ces COS,
il y en a beaucoup qui pensent que les pauvres, ils peuvent pas agir sur leurs conditions. Elle, c'est ce qu'elle remarque. Elle remarque que la plupart des personnes qui vont aider à cette charité, ils ont vraiment cette idée préconçue que le pauvre, l'indigent, il peut pas s'aider lui-même. D'accord? Et ce qui est assez intéressant, c'est de voir à quel point ça peut être éloigné de la vision un peu chrétienne. Alors je sais pas après s'il y a des pros de la religion qui nous écoutent, peut-être que les protestants ils ont une vision différente de ça. Oui. Mais en tout cas c'est En tout cas chez les catholiques. exactement chez les catholiques normalement tu es censé pouvoir t'aider toi-même. Ouais. Et là pas tout le temps. Parce qu'on attend en retour que Dieu nous aide également. Oui, c'est ça. Aide-toi et le exactement. ciel t'aidera. Donc effectivement, on ne s'aide pas vraiment soi-même, on compte sur Dieu. En tout cas, la conclusion à ça, c'est que Marie, elle décide d'essayer d'étudier les situations un peu individuellement, et elle invite ses co-travailleurs à faire de même. Et donc, elle invente ce qu'elle appelle des case work. Ce sont des études de cas en français. Donc, case work, on peut traduire par gestionnaire de cas, et donc, qui va ensuite devenir assistant social. En 1938, assistante sociale. Exactement. Assistante de service social. En 1989, Marie Richemont qui répond à l'annonce. Voilà. Une fois qu'elle a fait tout ce travail autour des casework, qu'elle a fait de l'étude de cas des personnes, des indigents, un vrai travail à part entière, et qu'on commence à reconnaître ça comme un boulot de travailleur social, et d'un coup, il y a plein de bonhommes qui se mettent à remettre en cause un peu sa légitimité. Et à expliquer que ce qu'elle propose, c'est pas assez scientifique, que ça s'appuie sur un point de vue scientifique, qui est que, à la limite, chaque situation pour les personnes est différente. Enfin, ça, c'est un fait. Ils peuvent pas le remettre en question. Par contre, ils expliquent à Marie que ces travailleurs sociaux, formés, que les travailleurs sociaux qui existent, eux n'ont pas un métier qui s'appuie sur quelque chose de scientifique. Elle va finir par perdre la présidence du CES qu'elle avait jusque-là. Et puis, elle va décéder quelques années plus tard. Et au final, on retient quand même que même dans le monde du travail social, je pense que à part en filière d'assistante du service social, personne ne la connaît. Je veux dire, moi, c'est là en faisant les recherches que je suis tombé dessus. Je m'étais jamais posé la question de qui avait lancé eu la première fois l'idée de se dire on va pas faire de généralité, et mon idée ça va être d'étudier les cas des personnes une par une pour trouver des moteurs chez elles, les faire avancer, les mettre en mouvement. Voir des individus et non plus des groupes. Ouais, c'est ça. Individualise la base du PPI. Ouais, non mais c'est ça, c'est vraiment ça, c'est vraiment la base du PPI. En fait, elle a fait les premiers projets individualisés. Donc bon, ça m'a rendu triste un peu pour elle, que du coup, il y a des bonhommes qui viennent et qui lui disent bon, en fait, ce que tu fais, c'est pas super scientifique. Faut que t'arrêtes là. Bon, là où on peut dans plein de domaines, c'est comme ça, hein. C'est pas, c'est pas la première ni la dernière. Ce qui peut être heureux, c'est que ça a continué. Je veux dire, le travail social ne s'est pas arrêté parce c'est même développé. Et elle est restée dans parce que moi aussi, je me disais, mais ça vient d'où, en fait? Et son nom reste ancré, donc il n'a pas été effacé. Elle n'a pas été effacée. Donc ça, je trouve ça chouette. Ok, c'est tout pour toi? C'est tout pour moi. J'espère que j'ai donné des pistes de réflexion, que vous irez faire vos propres recherches si certains des sujets que j'ai abordés vous parlent. Comme on le répète assez souvent, j'ai essayé de m'appuyer sur le travail là pour le coup d'un universitaire. Ça veut pas forcément dire que tout ce que j'ai dit réellement assez bien expliqué. Mais voilà, je vous invite à aller lire les sujets d'études que j'ai cités si ça vous intéresse plus en avant. Merci beaucoup, Teddy, pour cette partie et non des moindres qui s'est faite intéressante malgré la difficulté à organiser, je suppose, l'ensemble des recherches et des résultats que tu as pu trouver. Parce que c'est ce que je te disais au début. C'est extrêmement dense. Après, ce que je retiens, enfin, là où j'étais heureux, ce qui m'a rendu heureux en travaillant sur ce sujet-là, c'est que je me suis rendu compte que quoi qu'il advienne, même si aujourd'hui avec notre regard 2024, on a l'impression que tout n'a pas été fait correctement et qu'on aurait dû le faire autrement, on a toujours plus ou moins cherché collectivement à s'occuper de nos pauvres. En tout cas, au départ, en leur trouvant une fonction. Enfin, voilà, on a toujours porté un regard là-dessus. Je veux dire, ça ne s'est jamais arrêté. Il y a aucun moment où on a arrêté de regarder on a arrêté de porter un regard sur d'abord ce qu'on appelle les pauvres, hein, parce que tout à l'heure je parle des pauvres, mais ensuite la notion s'est élargie
simplement à une notion de public. D'abord, on est passé par les âges, ensuite on a parlé d'enfance, de la petite enfance, voilà. Mais en tout cas, on s'est toujours inquiété des fragiles dans notre société, d'un point de vue religieux, d'un point de vue social ensuite d'un point de vue scientifique, comme on l'a vu avec Marie Richmond, qui s'est intéressé vraiment à créer une profession autour de ça. La Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, on a même vu qu'à un moment donné, il y a des rois, alors sous la pression populaire ou de leur ministre ou non, ça, je peux pas vous le dire, mais en tout cas, qui se sont aussi intéressés au sujet. Les Lumières, par l'intermédiaire de Rousseau, on s'est toujours intéressé aux fragiles et aux petits de notre société, en tout cas à ceux qu'on voyait comme petits. Donc voilà, moi je retiens que du positif, en tout cas d'avoir travaillé autour de ça. Merci d'avoir écouté cette première partie de notre épisode « L'action sociale, les origines ». Nous espérons que vous avez apprécié ce voyage dans le temps. Rendez-vous dans la partie 2 où nous plongerons dans une ère plus contemporaine avec mes recherches et nous ferons une projection vers le futur grâce à Léa. N'oubliez pas de nous suivre sur Facebook, Instagram et LinkedIn pour ne rien manquer de notre actualité. Si vous avez aimé ce que vous avez entendu, partagez-le autour de vous. Le générique a été composé par Rémi Ancel et on le remercie une fois de plus. Sociorama, le podcast caféiné de l'action sociale. À très bientôt. Des gens qui m'ont tendu la main peut-être à un moment où je ne pouvais pas, où j'étais seul chez moi. On résout pas les problèmes par la violence. On n'est pas chez les sauvages. Non mais ce que je veux dire c'est que le racisme vient surtout de l'ignorance et de la bêtise des gens. Mais bon, on est tous des êtres humains quoi. On accueille inconditionnellement. Qui d'entre vous a déjà fait des métiers pénibles? Moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Toute ma vie, j'ai désobéi. Et cette désobéissance, elle m'a vraiment construite. Voilà, là c'est pro, là je comprends.